Bonjour, je suis Sylvie Lapointe, je suis l'animatrice de l'émission Émergence et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Ginette Gratton, partie 2. Cette fois-ci, on parle de la maison Marie-Louise. Oui. Et c'est un rôle assez récent pour toi, depuis janvier, je crois. Oui, oui, oui. Maison Marie-Louise est arrivée comme ça dans ma vie. Je pensais, après que j'ai terminé à Rogers l'année dernière au mois de mai 2017, je me suis dit, oh, ben, je vais prendre des contrats, je vais voir ce qui vient vers moi, je ne serai pas pressée. Et j'étais membre du conseil d'administration de la Maison Marie-Louise. Peux-tu la décrire un petit peu? C'est quoi l'objectif? La Maison Marie-Louise, c'est une maison de communauté, une maison de quartier, je devrais dire, qui a été créée par les Filles de la Sagesse en 97, donc il y a 21 ans. Et le but, c'est d'aider à la qualité de vie, aider au bien-être des personnes autour, des familles, autour de la maison. C'est situé à Vanier et les Filles de la Sagesse, c'est une congrégation religieuse qui est installée sur le chemin Montréal depuis toujours, ou à peu près. Donc, c'est une maison qui existe depuis longtemps. Puis tu faisais partie du conseil d'administration. J'étais membre du conseil d'administration et un jour, on apprend que Michel Lapalme, la directrice générale, décide de partir. Et nous savons qu'on sait qu'on doit faire une transition. Je me lève un matin, j'ai aucunement l'intention de faire une demande de direction générale. C'était loin de moi. Je me lève un matin, puis il y a une voix dans ma tête. Et ça m'arrive souvent d'entendre ces voix dans ma tête qui me parlent. Et je dis, bien là, sinon, il faut que tu fasses une demande. Tu devrais faire une demande. Tu devrais prendre la direction de la maison. Puis j'essaie d'éloigner cette voix-là qui me revient continuellement. Donc là, je décide de rencontrer Michel, puis je jase avec elle. J'ai fait une demande pour le poste et j'ai eu le poste. Maintenant, les Filles de la Sagesse, qui sont les fondatrices, ben moi, je suis un peu le produit des Filles de la Sagesse. Je suis née dans une famille... Ma mère a étudié au couvent des Filles de la Sagesse. Ma tante également. Ma tante Gisèle. Ma tante Réna, qui est décédée l'été passé, il y a à peine un an, elle aussi était Fille de la Sagesse. Mon oncle Gérard, qui est Montfortin, qui est évêque, et Montfortin, qui est la congrégation religieuse de prêtres, la communauté de prêtres, qui est associée aux Filles de la Sagesse. Ça a tout été créé par le père Louis-Marie de Montfort. Je suis allée à l'école élémentaire, c'était les Filles de la Sagesse. J'ai commencé à apprendre le piano, j'avais 5 ans et demi, chez les Filles de la Sagesse. J'ai étudié au secondaire chez les Filles de la Sagesse. Et j'ai fait des documentaires. Les Filles de la Sagesse, c'est ce qui était dans le bout de... Sur le chemin Montréal. Chemin Montréal. En avant de l'église Notre-Dame de Lourdes. Ah, OK. Non, moi, j'ai pris des cours de piano avec les sœurs, mais je n'étais pas sûre que c'était les sœurs de la Sagesse. Les Filles de la Sagesse. Oui, c'était plus dans le quartier d'Overbrook. Ah, non, ça, c'était les sœurs de sur la Providence, je pense. Okay. Sur le coin de Preston. Oui, Preston. Preston. C'est ça. Oui. Donc, les Filles de la Sagesse, et ce qui est intéressant, c'est que la supérieure des Filles de la Sagesse de toute la planète, parce que les Filles de la Sagesse sont il y en a beaucoup dans les autres pays, surtout les pays d'Afrique, les pays d'Asie. C'était ma voisine. Elle était ma voisine, Louise Mador. Et je l'ai reçue à l'émission il y a 2 ans. Et elle racontait comment elle travaillait avec les femmes à travers le monde, à rehausser leur qualité de vie, et qu'elle donne, mais elle demande en retour, et c'est un échange secret. J'ai été très, très inspirée par l'entrevue avec Louise Mador, qui était ma voisine, mon amie, ma gardienne quand j'étais petite. Vraiment. Donc alors, quand je dis je suis comme le produit des Filles de la Sagesse, c'était comme naturel pour moi de prendre la direction de la maison parce que toute ma vision de ma contribution, comme on parlait dans l'autre émission, ma contribution à mon milieu, ma vision de la justice sociale a été inspirée par elles, par leur vision à elles aussi, que chacun est responsable de sa propre vie, chacun est responsable de son propre bonheur, mais on est en même temps responsable du bonheur de l'autre. Donc, c'est comme, OK, ça veut dire quoi, ça?
Mais quand on le vit au quotidien, quand ça fait partie, c'est comme pour moi, c'est une mantra, ça. Tu sais. Je suis responsable de mon bien-être, mais je suis aussi responsable du bien-être de l'autre. Mais l'autre est responsable de son bien-être. Donc, comment ça se traduit dans une maison? Donc, avec le temps, la Maison Marie-Louise a développé une très grande expertise à aider aux familles de réfugiés, de nouveaux arrivants. Situé à Vanier, bien sûr. Savais-tu que c'est le territoire de Vanier-Rideau, qui est le quartier de Mathieu Fleury? Il y a 12 refuges Non, je pour savais pas. des familles J'allais te demandeurs demander, d'asile. si on compare les différents secteurs de la ville d'Ottawa, est-ce qu'il y a plus de gens, Je sais de pas nouveaux s'il y en a- arrivants? Je ne sais pas s'il y en a plus qu'ailleurs, mais je sais qu'il y en a 12 refuges. Mais des refuges, c'est temporaire. OK. C'est entre 3 jusqu'à 6 mois, des fois 9 mois. À l'occasion, ça peut aller jusqu'à une année. Éventuellement, lorsqu'ils ont les demandeurs d'asile reçoivent leur résidence permanente, ils peuvent déménager, mais ils déménagent dans un appartement. OK. Et c'est habituellement pas à Vanier, c'est souvent dans le sud de la ville ou dans l'ouest de la ville. Mais, donc la Maison Marie-Louise existe pour toutes les familles. C'est un milieu, c'est comme un endroit où on peut aller chercher du réconfort. On peut aller chercher de la tendresse. On peut aller chercher des conseils. On peut aller dire, je sais pas. La compagnie La aussi. compagnie. Je sais pas quoi faire. Tu sais, les gens viennent chez nous et disent, ben, je sais pas quoi faire avec ça. Je demande pour ma résidence permanente ou quoi, peu importe. On va les diriger vers les bons services. Nous, on n'offre pas ces services-là, mais on n'existe pas seulement pour les immigrants. On existe pour toutes les familles de Vanier et des environs. Et ça se traduit par un milieu, un espace où les gens peuvent venir pour faire des choses ensemble. Donc, ceci étant dit, on a quand même des services. Le service qui est le plus en demande présentement, c'est certainement le service d'aide-famille. Aide-famille, c'est un service où les familles qui traversent des moments difficiles peuvent recevoir de nous des marmites, des casseroles, la vaisselle, la literie, les objets pour la vie ménagère, la vie de tous les jours dans la maison. Un seau pour faire un panier pour mettre le linge sale. Pour les lancer essentiellement Pour dans aider cette vie aux gens. autonome-là. Ce sont surtout des familles de réfugiés qui deviennent résidents permanents, Oui. qui viennent nous voir pour ces services-là. On en fait 6, 7, 8 par semaine. Donc, je fais un appel aux gens. On a besoin des casseroles. Des casseroles. On a besoin de la vaisselle. On a des gens tellement généreux. Des fois, ça m'éblouit de voir la générosité des gens, de la communauté de Vanier, des gens autour. C'est tellement facile de donner. Justement, je suis en train de vider le chalet de ma belle-mère. Puis, tu sais, quand je le donne, puis que je sais que quelqu'un va le recevoir avec plaisir, plutôt que le donner de façon anonyme à Saint-Vincent-de-Paul, je sais pas trop quoi, je peux comprendre pourquoi les gens sont amenés à dire « Hey, ça va faire plaisir à quelqu'un. » Oui, puis quand on rencontre les gens, on leur demande ce dont ils ont besoin, on leur fait des suggestions. On a des gens qui nous apportent. Il y a une femme, Carol Whelan, elle s'appelle. Elle travaille à Patrimoine Canada. Elle nous appelle et elle dit, bon, qu'est-ce que vous avez besoin, là? Elle nous apporte des blenders, là, des malaxeurs neufs, plein de choses neuves, là, nouvelles, des draps qui viennent de Costco. Est-ce qu'elle fait des levées de fonds ou c'est elle-même? C'est elle-même, là. Wow. Ça vient de sa poche, là. Elle fait des levées, elle fait aussi demande aussi aux gens avec lesquels elle travaille, avec les personnes avec lesquelles elle travaille, de nous donner des vêtements. On a aussi une friperie. Oui. Et je suis très fière de notre friperie parce qu'on l'a vraiment rehaussé d'un cran. Puis on a ouvert une boutique aussi. Déjà, on donnait. Depuis un an avant que j'arrive, on avait décidé de vendre. On vient de transformer ça il y a quelques mois. On demande une contribution. Oui. Une contribution d'$1 par article. C'est plus Et ça, symbolique que d'autres choses. Oui, puis c'est pour nous aider aussi, Mais parce c'est qu'on ne ça. reçoit pas de fonds du gouvernement, nous autres. Non. On vit seulement avec les contributions des gens. Donc, les filles de la sagesse, bien sûr, nous donnent de l'argent, mais on a besoin de plus que ça. Donc, on demande une contribution d'$. C'est symbolique. C'est aussi pour que ça rapporte à mon regard sur l'autre. La personne, elle veut se sentir digne. Je ne veux pas qu'elle parte en pensant que moi, je suis meilleure qu'elle, puis j'ai donné des vêtements.
Si la personne ne peut rien donner, c'est correct. On dit, c'est correct, tu peux partir. C'est correct, tu reviendras nous voir n'importe quel temps. On a aussi dans une boutique des vêtements qui sont neufs, des vêtements qui sont des vêtements pour une soirée ou des choses qui ne sont pas nécessaires à la vie. Puis on les vend à un prix dérisoire, là, comme 5 $ pour une robe. Là. Et ça nous aide vraiment à... On veut en faire une entreprise d'économie sociale. Donc, l'entreprise d'économie sociale, c'est un très beau projet. Oui. Les gens nous apportent des articles de décoration. Puis, on les vend très peu cher, mais pour tout le monde. C'est pour tout le monde. N'importe qui peut venir à la Maison Marie-Louise pour magasiner dans notre boutique. Et je suis très fière de notre boutique. Donc, on fait aide-famille. À l'automne, on va commencer des ateliers, une série d'ateliers, entre autres, sur comment cuisiner avec des produits locaux, comment préparer des lunchs pour l'école, comment comprendre les nouveaux guides alimentaires canadiens, comment préparer des repas santé à peu de frais. Aussi, je veux recevoir des artistes, je veux recevoir des écrivains, je veux recevoir un peu comme je faisais à mon émission, mais on le transfère dans le salon de la Maison Marie-Louise. Hey, tu parles d'une bonne idée. Pour les gens autour, pour les gens qui veulent venir rencontrer des écrivains. Tu sais, je prends Jean Boisjoli, qui habite tout près de la Maison Marie-Louise, qui a gagné le prix Trillium l'année dernière, qui a écrit un roman absolument extraordinaire. Pourquoi il ne viendrait pas rencontrer les gens puis parler de son roman? Bien là, je lui dis tout de suite, s'il m'entend, on va l'inviter. Je ne l'ai pas invité encore. Des artistes comme Le R, qui est un auteur, compositeur, interprète, qui habite à 2 pas de la Maison Marie-Louise. Bien, il m'a dit n'importe quel temps, Ginette, si tu veux, je vais venir rencontrer les gens, chanter avec eux. Donc c'est un peu là où on s'en va. On va agrémenter la vie. Et faire connaître les gens, dans le fond, je pense que c'est ça le grand cadeau que tu offres aux gens qui te connaissent, c'est que tu es capable justement de faire de l'aiguillage puis de dire, bon, bien, toi, tu devrais parler à telle autre personne, puis il faut te faire connaître, etc. Et donc, tu deviens un petit peu la championne des individus et la championne du milieu dans lequel tu opères. On prend une pause et on revient tout de suite après la pause pour parler avec Ginette Gratton. Retour à l'émission Émergence et je suis en compagnie de Ginette Gratton. Puis Ginette, tu nous parlais des services que la Maison Marie-Louise procure à la communauté, à la population de Vanier, entre autres. Et des environs. C'est ça. La friperie, les cours que tu vas lancer au mois de septembre. Oui, j'aime les appeler les ateliers. C'est pas des cours, c'est des ateliers. Et je voudrais qu'on appelle ça, je ne sais pas comment, le salon Marie-Louise ou quelque chose du genre, où les gens vont venir, ils ne vont pas s'inscrire pour des séries, ils vont venir parce qu'ils aiment le sujet de cette journée-là. Mais on va avoir, comme je disais tantôt, des sujets, toutes sortes de sujets. Entre autres, des choses pratico-pratiques comme à faire des lunchs santé pour les enfants, mais aussi de faire connaître certains artistes qui font partie de la communauté de Vanier. Oui. Puis là, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu disais que les gens étaient très généreux. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui porte les gens, justement, à donner de leur temps, mais aussi de leurs choses. Oui. Puis à mettre ça dans des boîtes, puis à faire le chemin pour venir nous porter. Et même téléphoner puis dire de quoi vous avez besoin. Oui. C'est pas juste des choses dont ils se débarrassent, comme l'exemple que tu nous donnais juste avant la pause, la dame là, qui apporte toutes sortes de choses. Oui, il y en a plusieurs. On pourrait en nommer des tonnes là, de gens. La maison existe autant pour ces personnes-là que pour les familles qui ont parce que ça fait du bien donner, hein? Oui. Puis, tu sais, on a tellement de choses. Et avec, tu sais, le downsizing présentement, là, on ne sait pas quoi faire avec nos choses quand on déménage d'une grosse maison, une petite maison, puis les enfants ne veulent pas nécessairement avoir les choses qu'on a dans notre maison. Puis, donc, les gens sont très, très, très généreux. Et on prend de tout, sauf des casse-têtes. Oui, plus de casse-tête. Plus de casse-tête. Parce que là, c'est vrai, il faudrait que tu les fasses pour savoir s'il y a toutes les morceaux. Bien, tu sais, au commencement, je dis, on a des tonnes de casse-têtes. Puis au commencement, je disais aux bénévoles, il faut compter les morceaux pour être certain. Puis là, ils me regardaient en me disant, mais folle. On va compter. Mais il n'y a rien de plus choquant
que de faire un casse-tête et se ramasser à la fin qu'il manque un morceau ou deux. Surtout quand c'est pour un enfant, quand on donne un casse-tête à un enfant, puis il manque un morceau. Oui, puis que tu te rends au bout, puis là, tu réalises il manque un morceau. Que tu ne peux pas le finir. Donc, mais c'est qu'on en a trop. Et les livres anglais. Okay. Ce que je garde, ce sont les livres français, les romans français, parce qu'ils sont plus dispendieux, puis les livres de recettes, les livres pour enfants en français. Mais on prend des jouets, on prend des vêtements, on prend de tout. Le défi... puis aussi, il faut que je parle des bénévoles. Oui, oui. Parce qu'on existe pour les familles qui traversent des moments difficiles. On existe pour les gens qui nous apportent, qui nous donnent des biens, de l'argent, parce qu'on donne aussi des reçus pour fin d'impôt. On existe aussi pour les bénévoles. Beaucoup de nos bénévoles viennent pour briser l'isolement à la maison. Ah, c'est vrai, hein? Donc, c'est pas juste le don de leur temps, mais eux aussi reçoivent quelque chose en échange. Oui, parce qu'on fait partie d'un groupe, on fait partie d'une équipe. Et il y a tellement de bénévoles. Cet été, j'ai dû avoir au moins 10 nouveaux bénévoles qui sont venus se présenter à la maison. Beaucoup des femmes à la retraite, beaucoup des personnes qui sont des demandeurs d'asile ou des personnes qui veulent avoir leur résidence permanente, qui doivent démontrer qu'elles font du bénévolat ou leur citoyenneté. As-tu des étudiants beaucoup aussi? De jeunes, oui. Oui, beaucoup d'étudiants qui viennent aussi. Puis c'est surtout des filles, elles sont tellement drôles et fines. Puis moi, je m'amuse parce que c'est une maison remplie de joie. Et j'ai aussi des stagiaires de la Cité en technique de travail social. Pascal Altidor, qui est arrivée avec nous en janvier, en même temps que moi. Elle était là à temps plein jusqu'en avril. Je l'ai embauchée pour l'été. Et écoute, je ne sais pas ce que je vais faire quand elle va partir. Elle s'en va à l'Université Saint-Paul en septembre. Ça va vraiment me manquer. Ça va manquer à toute l'équipe. Donc, on existe pour les familles, on existe pour les gens qui donnent, on existe pour les bénévoles. Et on existe pour les stagiaires. J'en ai 5 stagiaires qui entrent en septembre. Et j'ai très hâte de les rencontrer. Donc, les bénévoles, on en a de toutes les sortes. Oui, raconte-moi donc des anecdotes, là, les gens qui se démarquent. Bien, les gens qui se démarquent, premièrement, il faut que je parle de Gaétan Lavoie, qui se démarque parce qu'il fait tout ce qui est informatique. Il branche nos ordinateurs, il débranche nos ordinateurs, il organise tout gratuitement. Là, il ne nous charge pas. François Dussault, qui défait des meubles, qui refait des meubles, qui défait des... Parce que je lui demande de faire ci, refaire ça, puis le faire. Mais il y a aussi des amitiés qui se créent. OK. Il y a une dame qui a rencontré, en venant à la Maison Marie-Louise, une famille demandeurs d'asile. Et elle s'est liée d'amitié avec cette famille. Il y a plus qu'un exemple comme ça. Et elle a pris sous son aile cette famille. Et elle les amène dans des parcs, elle les amène magasiner. Donc, il y a des amitiés organiques qui se créent. Des liens qui se tissent essentiellement. Oui. Et c'est, j'imagine, un des objectifs de la Maison Marie-Louise. Oui, parce que c'est ça, le vivre ensemble. Oui, c'est de créer ces liens-là, c'est serré, d'un milieu qui s'épaule et qui s'entraide essentiellement. Hein? Oui. Bien sûr, il y a des défis. Le plus grand défi, c'est un défi, ça revient toujours à une question d'argent, mais moi, je me dis toujours, si on sait ce qu'on fait, puis on sait où on va, l'argent va venir. Les filles de la sagesse ont donné, dans leur grande générosité, elles ont donné à la Maison Marie-Louise. Avant, c'était un organisme qui relevait des filles de la sagesse. Maintenant, c'est un organisme laïque qui a une charte et qui est incorporé. Elles nous ont donné l'édifice. Donc, avec deux logements qui fait 2 unités de location à l'intérieur. Donc, on a tout le premier étage, tout le sous-sol, mais en plus, on a un revenu de location. Elle nous donne de l'argent aussi à toutes les années. Mais il y a également, il faut aussi trouver des fonds pour subvenir à nos besoins. Donc, vous allez en chercher un petit peu avec la friperie, peut-être avec l'entreprise sociale. Bien, la friperie, c'est l'entreprise sociale. C'est ce qui devient l'entreprise sociale. Elle ne l'est pas encore. Elle le devient. Ça ne veut pas dire qu'on ne donnera pas. On va toujours continuer à donner. On va toujours... On donne autant maintenant qu'on donnait avant. Mais parce qu'on l'ouvre à la grande communauté, bien, on peut demander aussi une contribution. C'est vrai.
Donc, les défis, tu parlais des défis. Les défis, c'est des défis financiers, bien sûr. Alors, ça, c'est le plus gros défi. C'est le plus gros défi. Alors, c'est un défi d'espace hein? aussi, parce que, je veux dire, on grandit, on a besoin d'espace. Parce que si on écoutait, bon, certains médias et certains politiciens, on penserait que le défi, c'est d'intégrer les différentes cultures, les différentes ethnies, mais ça, c'est pas un défi? Bien, c'est un défi. Écoute, moi, quand dans il y a quelqu'un... Dans le sens que les gens ont l'air à s'aimer puis s'entraider sans avoir vraiment de soucis. Le Canada a dans son ADN l'accueil à l'autre. Il me semble, hein? Ça fait partie de qui on est. Parce que, c'est pas parfait, là. À cause de la communauté francophone, anglophone, on a accepté qu'il y a différentes façons de voir le monde. Dans une autre émission, je te disais comment les Français, les Anglais, on est complètement différents. On voit le monde à l'envers. Mais on a accepté qu'il y a plusieurs façons de dire les choses, il y a plusieurs façons de voir le monde. Et l'accueil de l'autre se fait spontanément. Tu penses-tu que c'est justement parce qu'on a été exposé comme pour moi, francophone, là, dans le fond, si je voulais avoir une vie sociale, il fallait que j'apprenne l'anglais, puis il fallait que j'apprenne à aller chercher, justement, aller chercher dans la communauté. Absolument. Et la communauté francophone de l'Ontario, elle est très accueillante. Remarque bien que dans les années 90, on ne l'a pas toujours été. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec d'autres comme consultante dans la communauté pour développer ce vivre ensemble. Oui. Je l'ai fait aussi à travers mes émissions en tentant de présenter que l'immigrant, l'immigrant, la personne qui vient d'ailleurs, à un moment donné, n'est plus immigrante. Bien, c'est ça. Après 3 ans, elle fait partie de notre société, oui. Elle fait partie de notre monde. Et les immigrants n'ont pas rien que des problèmes d'immigrants. Les immigrants contribuent à la société avec leur talent. Et quand on regarde la vie de cette façon-là, que chacun a une contribution à faire, chacun, bien, l'intégration, ça se fait naturellement. Oui, et puis la Maison Marie-Louise est un parfait exemple de ça. C'est l'exemple parfait. Et là, je vais revenir à la petite voix là, qui disait, même si tu essayais de la terre, il faut que tu appliques pour la Maison Marie-Louise. Et je me disais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je ne veux pas faire ça. Puis là, tu regardes ça avec quoi, 7 mois là, maintenant? Là? Oh, je suis contente. Oui. J'ai jamais regretté. Au contraire, je suis très, très, très heureuse. Et on a un conseil d'administration absolument extraordinaire. On a perdu Anne Shepherd comme présidente, qui était là depuis 12 ans, et était au conseil d'administration. Anne, qui est avocate, elle s'est retirée, c'était de son dernier mandat. Mais la nouvelle présidente, Lynn Cazard, qui connaît bien la communauté, qui était directrice de l'école Le Petit Prince, Baratium, Gilles Saint-Jean, sœur Rita Dénommé, Marcel Aymar, qui est un artiste, auteur-compositeur, un poète, un producteur de... on a des personnes extraordinaires. Tu es bien entourée. Mais sais-tu quoi, pour être bien honnête, là, eux, ils sont très, très, très chanceux de t'avoir. Oui, bien, on est chanceux de savoir mutuellement. Parce que moi, j'ai jamais eu de chagrin. Et cette voix-là, elle appartient à qui? Moi, je crois beaucoup qu'on côtoie l'invisible. Que l'invisible, qu'il y a des êtres autour de moi qui veulent mon bien, qui me parlent. Et des fois, elles se font entendre, puis elles sont vraiment très persistantes pour se faire entendre. Donc, c'était une voix sage. C'était une voix de sage. C'était une voix qui savait. Puis dans le fond, étant qui tu es, d'entendre cette voix-là, bien, il y a des gens qui seraient capables de l'ignorer. Mais toi, tu as toujours eu le courage de sauter. Il faut avoir le courage. Il faut oser. Tu disais avec notre invité dans une autre émission, oser. Oui. Oser. Il faut avoir le courage. On ne veut pas être sur notre lit de mort et dire « Oh, j'aurais dû. Puis pour moi, travailler, puis le travail puis l'argent, c'est complètement séparé. Puis pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais parce que je me dis, il faut se sentir en vacances tous les jours. Et quand on fait des choses qu'on aime, quand le travail, c'est quelque chose qu'on aime, bien, on est toujours en vacances. C'est vrai. On est toujours en vacances. C'est sûr qu'il y a des choses dans notre travail, des fois, qui sont moins intéressantes. Oui. Mais c'est que dans le grand portrait, le but ultime en vaut la peine. Oui, oui. Dans le fond, ta recette, c'est un petit peu de suivre ton intuition, puis de suivre... Suivre la vie. Suivre la vie. Tu sais, j'ai toujours été contre les plans de carrière, puis je me disais, écoute, t'as bien beau avoir un plan, là, pour ta vie, là, la vie a un autre plan pour toi. Et puis, on a une responsabilité de transformer. La vie, c'est une matière brute. Mais elle nous apporte quelque chose et il faut l'accepter
et travailler avec ça. Je peux pas dire, ah, c'est pas ça que je voulais, mais c'est ça que tu as. Ça donne rien de dire, c'est pas ça que je voulais que la vie m'apporte. C'est ça qui est ça. Et la vie t'apporte plein d'occasions de justement redonner aux autres, mais en le faisant avec joie, avec cœur. Oui. Et en le faisant avec joie et cœur, dans le fond, c'est ce qu'on cultive comme jardinière. Hein? Tu es une jardinière de la joie et du bonheur. Tu finisses là-dessus parce que pour moi, mon jardin de fleurs, c'est à peu près ce qui est le plus important aussi pour inspirer physiquement mon milieu. Et dans le fond, c'est parce que tu vois la beauté chez les gens, tu vois la beauté dans ces belles fleurs et tu essaies de justement les cultiver. Oui. Quand elles ne se voient pas justement aussi brillantes et aussi glorieuses qu'elles le sont, aussi brillantes et glorieuses que tu l'es. Merci beaucoup, Ginette Gratton. Merci, Sylvie. Merci, la belle Sylvie.